Cette croix m'informe que les véhicules venant d'en face sont au feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à gauche sans laisser la priorité de passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, vous voyez, quand il y a un feu tricolore comme ça pour les véhicules d'en face, et que vous avez dans ce sens-là, donc de notre côté, une croix qui est allumée comme ça, qui est rouge, ça veut dire que leur feu est au rouge, pas orange, hein, rouge. Donc ils ont l'obligation de s'arrêter et de patienter le feu vert. Donc est-ce que ça m'informe que les véhicules venant d'en face sont au feu rouge? Oui, réponse A. Est-ce que je peux tourner à gauche du coup sans laisser la priorité en face? Comme ils sont au feu rouge, je n'ai pas à laisser la priorité en face puisqu'ils doivent s'arrêter à leur feu rouge. Donc c'était réponse A et C. En ville, rouler à 50 km/h et en quatrième vitesse est économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors je vous confirme, rouler à 50 km/h et mettre la quatrième au lieu de la troisième, c'est plus économique. Bon, évidemment, vous pouvez pas le faire partout. Il faut qu'il y ait un minimum de visibilité vers l'avant, avec une route assez large et pas trop de trafic ou de piétons sur les côtés pour pouvoir anticiper. Ça, vous verrez, votre moniteur vous apprendra à le faire en fin de formation. Pourquoi? Parce qu'en début de formation, c'est pas facile de tout anticiper. Ça sera plus en fin de formation. Mais vous pouvez rouler en quatrième en ville. Donc là, c'était réponse A. Je peux emprunter immédiatement la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on peut constater que sur la voie de droite, on a un zébra jaune. On a un arrêt de bus. Quand le zébra est jaune, ça veut dire qu'on a le droit de circuler, de rouler dessus, mais on n'a pas le droit ni de s'arrêter, ni de stationner. Mais j'ai quand même le droit d'emprunter cette voie-là. Donc là, c'était oui à la première. Est-ce que je suis bien placé pour aller tout droit? Là, on a deux possibilités. Soit la voie de droite, soit la voie de gauche pour pouvoir aller tout droit. Quand on a le choix entre deux voies, en marche normale, on doit utiliser celle de droite. En plus de ça, elle n'est pas encombrée. Il n'y a personne derrière qui m'empêche d'utiliser la voie de droite. Donc, je vais choisir celle de droite. Je suis mal placée si je vais tout droit. En France, on roule à droite, donc on se place à droite. Donc, c'était réponse A et D. Dans cette situation, il est préférable de klaxonner pour que le piéton monte sur le trottoir. Réponse A. D'essayer de changer de voie. Réponse B. Alors, est-ce qu'il est préférable de klaxonner pour que le piéton monte sur le trottoir? Si on regarde bien ici, là, il n'y a pas de trottoir en fait. À mon avis, avant, il y avait certainement une invitation, avant ces travaux-là, il y avait certainement une invitation à changer de trottoir, parce que les piétons ne devaient pas avoir le droit certainement de circuler ici. C'est à 100% sûr. Malgré tout, il est là. Alors si je klaxonne, il peut pas serrer sur le bord, hein, il risque de retomber sur la route, donc ça serait super dangereux de passer à ce moment-là, s'il est sur le bord, parce que s'il tombe, je l'écrase. Donc la meilleure chose à faire ici, c'est d'essayer de changer de voie.
Si je ne peux pas le faire tout de suite, si je ne peux pas changer tout de suite de voie parce qu'il y a du monde sur les côtés ou quelqu'un dans mon angle mort, je ralentis de manière à garder mes distances avec lui, donc je ne m'approche pas plus. J'attends que les autres voitures soient passées dans la voie de gauche et ensuite je me déporte pour pouvoir éviter le suraccident. Donc là, c'était réponse B. Je vais rencontrer un aménagement surélevé. Réponse A. Une succession de petits virages. Réponse B. Donc on nous annonce un passage pour piétons. Donc un passage piéton n'est pas forcément surélevé, hein, donc il n'y aura pas de petite bosse au niveau du passage piéton. Et on nous annonce une chicane. Une chicane, c'est ça. C'est une succession de petits virages qui est fait pour vous faire ralentir. Donc c'était bien la réponse B. Je n'ai pas pris la bonne sortie. Je reviens sur la chaussée principale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on me dit que j'ai pas pris la bonne sortie qui est ici. J'aurais dû rester dans cette voie-là, dans la chaussée principale. Est-ce que, comme je me suis trompée, est-ce que je peux revenir dans la voie principale? Eh bien non, on ne peut pas pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des voitures qui sont derrière et qui roulent forcément plus vite que moi, hein, puisque moi je dois ralentir pour prendre la sortie. Donc ils vont aller plus vite que moi, donc je vais les gêner. Mais en plus de ça, et ça c'est la raison principale, c'est que quand je vais commencer à m'écarter, je vais franchir cette ligne continue. Et là, c'est interdit de franchir une ligne continue. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, je ne peux pas changer de voie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir et je vais essayer de retrouver mon itinéraire pour pouvoir reprendre la bonne direction, mais un peu plus tard, c'est pas grave, il y a toujours d'autres solutions. Ne jamais se mettre en panique. On va peut-être faire 3 km de plus, mais c'est pas bien grave plutôt que de se mettre en danger et de mettre en danger les autres. Donc là, c'était réponse B. Je veux faire une pause. Je peux la faire dans ce chemin de terre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici, ça veut dire circulation interdite, sauf les véhicules autorisés. Moi, je suis un véhicule lambda, standard, donc je n'ai pas d'autorisation particulière. Donc je n'ai pas à aller de l'autre côté de ce panneau-là, donc je ne peux pas être ici, je n'ai pas le droit. Réponse B. Je peux m'arrêter à cet emplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut voir qu'il y a bien des marquages au sol qui nous autorisent à stationner sur le trottoir, mais par contre sur cet emplacement-là spécifique, il y a un fauteuil roulant qui est dessiné. On peut voir aussi ce panneau-là qui nous dit interdit de s'arrêter et de stationner, sauf pour les véhicules avec le macaron handicapé. Donc ici, je n'ai pas le droit sur cet emplacement-là, je n'ai pas le droit de m'arrêter. C'était réponse B. Pour conduire dans de meilleures conditions, je peux mettre mes lunettes de soleil. Réponse A. Allumer mes feux. Réponse B. Baisser mon pare-soleil. Réponse C.
Le plus important dans la conduite, c'est de pouvoir voir ce qu'il se passe pour pouvoir anticiper et adapter notre allure en conséquence. Si vous voyez pas bien, ça devient dangereux. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas surtout à mettre vos lunettes de soleil et aussi à baisser votre pare-soleil. Allumer les feux, là, ne servira à rien. Ça ne va pas atténuer l'éblouissement que vous avez en face de vous. Donc là, c'était réponse A et C. La présence de l'e-call est obligatoire sur les nouveaux modèles de voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les nouveaux modèles de moto. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'e-call, c'est une décision européenne, hein. Ça a été rendu obligatoire pour les constructeurs qui construisent les nouveaux modèles de voitures. Et donc ça a été mis en application à partir de 2018 en fait, hein, d'accord. Ça a été décidé en 2015 et ça a été mis en application en 2018. Et ça permet justement, quand vous avez un accident, que vous soyez conscient ou non, hein, ça appelle automatiquement les secours. Ça permet justement une intervention beaucoup plus rapide au moment de l'accident et de sauver des vies. Pour l'instant, l'obligation, elle est uniquement sur les voitures et pas sur les motos. Donc c'était réponse A et D. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La victime est consciente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en résumé, hein, en présence d'un accident, il faut tout d'abord protéger les lieux de l'accident. Ça, c'est pour éviter un suraccident, hein, pour éviter un deuxième accident, d'aggraver la situation. Ensuite, il faut alerter les secours. Et enfin, si vous avez les capacités de le faire et une formation pour ça, vous pouvez secourir. Et alors, pour alerter les secours, d'abord, il faut se prendre des informations précises pour communiquer tout ça. Donc, il faut informer sur l'état de la ou des victimes, donc il faut dire s'il y en a une ou plusieurs personnes. Si on peut donner l'âge aussi, si c'est un bébé ou une personne âgée aussi, c'est important de le dire. Et puis dire si la victime est consciente ou si elle a une hémorragie. Alors, avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Et si la victime est consciente, aussi, réponse C. Mon permis est invalidé suite au retrait de tous les points. Je dois restituer celui-ci à la préfecture dans un délai maximal de 5 jours, réponse A, 10 jours, réponse B, 15 jours, réponse C. Alors, si vous avez perdu tous vos points, vous allez recevoir une lettre recommandée en accusé-réception. Cette lettre va vous récapituler tous les retraits de points que vous avez eus, ce qui font que au final vous êtes tombé à 0. Et ça vous informe que votre permis est invalidé, donc il n'est plus valable, vous n'avez plus de permis. Dans ce cas-là, vous devez restituer votre permis de conduire à la préfecture de votre département dans les 10 jours suivant la réception de la lettre recommandée. Et à savoir par cœur aussi, donc là c'est réponse B. Un contrôle anti-pollution doit être effectué périodiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut être effectué par la police. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il y a aussi les forces de l'ordre qui peuvent à tout moment
contrôler les gaz d'échappement d'un véhicule. Et ils peuvent même aussi vérifier le volume sonore à la sortie de votre pot d'échappement. Ils mettent tout simplement un appareil à la sortie qui va mesurer tout ça. Et les garages, évidemment, la plupart sont équipés d'analyseurs de gaz aussi pour vérifier l'antipollution. Ça sera aussi vérifié au moment du contrôle technique. Donc, un contrôle antipollution doit être effectué périodiquement. Oui, réponse A. Peut être effectué par la police. Oui aussi, réponse C. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce qui est important à retenir et pas trop se fixer sur la photo là, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une zone de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est une zone de rencontre? C'est n'importe qui peut circuler dans cette zone de rencontre, sauf si on a un panneau à l'entrée de la zone de rencontre qui nous dit interdit. Mais vous pouvez avoir des camionnettes, des bus, des motos, des vélos, des piétons comme ici, et nous aussi en voiture. Alors, là on peut voir qu'il y a des piétons. Ils sont pas obligés d'utiliser le trottoir, comme celui-ci. Il peut aller sur la route. On peut avoir des cyclistes aussi qui viennent en contresens de circulation. On voit d'ailleurs un petit marquage ici. Donc là, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui, réponse A. Et à cause de toutes ces raisons, parce qu'on peut avoir rencontré du monde et un petit peu dans tous les sens, avec les vélos qui peuvent arriver dans l'autre sens, les piétons qui ne sont pas obligés d'utiliser les trottoirs, à cause de tout ça, et la vitesse est limitée à 20 km/h. Donc réponse A et C. Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Le jour, oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit, oui, réponse C. Non, réponse D. De jour comme de nuit, je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit, pour n'importe quelle raison, échappement défectueux, ou un échappement qui répond pas aux normes aussi, il y en a qui s'amusent à mettre des échappements qui font plus de bruit. Même s'il est homologué et qui fait trop de bruit, ça ne passera pas. Donc réponse A, C. Ce conducteur novice est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un conducteur novice, qu'est-ce que c'est que novice? C'est un jeune conducteur qui n'a pas d'expérience en fait. Pendant la période probatoire, un conducteur novice considéré en infraction dès 0,20 g par litre de sang, ou alors 0,10 mg par litre d'air expiré. Donc, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche une mesure de 0,10 mg par litre d'air expiré, soit ce qui fait l'équivalent de 0,20 g par litre de sang. Ce qui fait que son alcoolémie, elle est positive. Il est donc en infraction. C'était réponse A. Pour économiser du carburant dans une descente, je passe au point mort. Réponse A. J'utilise le frein moteur. Réponse B. Les deux consomment autant. Réponse C. Alors, pour économiser du carburant en descente, je ne dois surtout pas me mettre en point mort. C'est extrêmement dangereux d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de frein moteur, la voiture va prendre de la vitesse et vous n'aurez plus que votre frein pour agir. De plus, le moteur, lui,
tourne toujours si vous êtes au point mort, donc il consomme. Maintenant, sur les nouvelles voitures, il y a un nouveau système qui s'appelle la coupure d'alimentation en poussée, qui fait que dès que vous lâchez l'accélérateur, il n'y a plus d'injection, donc il n'y a plus d'alimentation de carburant. Donc vous dépensez 0 litre, vous ne dépensez plus rien du tout. C'est extrêmement économique. L'agent d'entretien est en train de reculer. Je ralentis. Réponse A. Je me serre à droite. Réponse B. Je ralentis et me serre à droite. Réponse C. Il y a des véhicules qui sont en stationnement sur le côté. Donc je vais être obligé de m'écarter un petit peu pour me rabattre. Pourquoi je vais m'écarter? Parce qu'il y a un risque de portière aussi qui va s'ouvrir là. Je ne vois pas s'il y a des conducteurs dans la voiture qui veulent ouvrir leur voiture. Donc je vais passer avec un intervalle minimum ici. Mais il y a un agent d'entretien qui est bien occupé à son travail. On n'est pas à l'abri qu'il recule un petit peu plus. Donc c'est très dangereux. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà dans cette situation, je vais ralentir parce que c'est un danger immédiat. Alors est-ce que je me serre à droite? Il y a aussi le danger qu'il y ait une portière qui s'ouvre aussi ici. Alors ça devient compliqué. Donc qu'est-ce que je fais là? Je peux ni trop me serrer à droite, ni trop m'écarter. Donc je vais évidemment m'écarter un petit peu, mais je vais surtout ralentir énormément pour pouvoir intervenir rapidement si une portière s'ouvre ou si cet agent d'entretien est en train de reculer. Donc là, c'était uniquement la A, je ralentis. Je tourne à droite, je dépasse ce cycliste immédiatement, réponse A, après l'intersection, réponse B. Alors, c'est pareil, dans la petite formation, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai posé la question, dans quel cas on peut dépasser les cyclistes, et je vous avais donné quelques petits conseils par la même occasion. Donc maintenant, on va répondre à la question, est-ce que je peux, moi, si je tourne à droite, dépasser ce cycliste immédiatement? Eh bien, on évite toujours de dépasser un cycliste dans une intersection. Sauf si on a une super bonne visibilité autour de nous, c'est-à-dire qu'on voit bien dans notre environnement. Là, c'est pas le cas parce qu'en ville, il y a tellement de choses à regarder qu'on ne peut pas anticiper ce qui se passe. Et puis, si on a aussi l'espace nécessaire pour le faire. Là, on est en ville, donc ça va être aussi compliqué de pouvoir s'écarter correctement, puisque de l'autre côté, quand on va tourner, je vous dessine l'intersection, le cycliste, il est en train de tourner, donc il est ici. Et puis de l'autre côté, il y a le feu qui est là, donc il y a une intersection qui est là. Peut-être qu'il y aura des voitures où on ne voit pas on voit pas s'il y a une voiture pour l'instant. Mais nous, quand on va arriver d'ici, hop, il va falloir s'écarter pour faire, vous savez, en ville au minimum 1 mètre, et donc on va se retrouver bloqué avec peut-être ce qu'il y aura en face. Donc il ne faut surtout pas dépasser dans une intersection. Je vais attendre que le vélo se retrouve un peu plus loin pour voir si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le dépasser. Donc là, c'était réponse B. Sur route sèche et à 50 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 5 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 38 mètres, réponse C. Alors, comment on fait pour calculer facilement? Soit vous apprenez les chiffres par cœur, mais le mieux c'est quand même de savoir les retrouver facilement. Vous circulez là à 50 km/h. Dans ce cas-là, vous allez toujours prendre le chiffre des dizaines, c'est-à-dire celui-ci, et vous allez le multiplier par lui-même. Donc 5 fois, donc on multiplie par lui-même, donc je remets le même chiffre. Donc 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Allez, je vous sors un autre exemple. On roule à 90 km/h.
Pour la distance d'arrêt, attention, hein, pas la distance de freinage, hein, c'est différent. Là, je vous parle de la distance d'arrêt. Hein. La distance d'arrêt, vous le multipliez par lui-même. Donc, je reprends mon chiffre, 9, et je le multiplie par lui-même, donc je le remultiplie par 9. Et donc, 9 fois 9, ça fait 81 mètres. Donc, sur route sèche à 50 km/h, on reprend mon calcul, 5 fois 5, je mets à peu près 25 mètres pour m'arrêter. Donc là, c'était réponse B. Une bonne position au volant permet d'agir avec rapidité et précision. Oui, réponse A. Non, réponse B. De retarder l'apparition de la fatigue. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est en effet très important de bien s'installer au poste de conduite. Pourquoi? Parce que ça permet de voir bien la route sans être gêné par les passagers et les bagages. Parce que si on est installé trop bas, on n'aura pas une bonne vision autour de nous, par exemple. Et ça permet aussi d'agir rapidement et efficacement sur le volant et les pédales, avec plus de précision. Et l'avantage aussi, c'est que ça nous permet de fatiguer moins, d'accord? Parce qu'on est dans une position plus agréable, ça ne tire pas sur les muscles, donc on fatigue moins. Donc c'est réponse A et C. Seule en cause lors d'un accident, l'assurance couvre les dégâts au véhicule si j'ai souscrit la garantie dommage-collision. Oui, réponse A. Non, réponse B. La garantie tout accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il existe 3 types de contrats. Il y a la responsabilité civile, ensuite il y a la garantie dommage-collision, et elle couvre en plus les dommages au véhicule et au conducteur responsable s'il a un accident avec un piéton, par exemple, un animal ou un autre véhicule, d'accord, qui est identifié par contre. Et ensuite, il y a la garantie tous accidents, ou on appelle ça aussi tout risque, qui couvre, elle, les dégâts au véhicule dans tous les cas. Donc c'est la garantie nécessaire pour qu'un accident seul soit pris en charge. Donc là, la garantie dommage-collision ne suffit pas, réponse B, et la garantie dommage tout accident, ça sera bon, réponse C, donc B et C. Près d'un accident corporel de la route sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone en conduisant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pourquoi c'est dangereux d'utiliser le téléphone en conduisant? Ça réduit votre attention, d'accord? Vous êtes moins concentré sur ce qui se passe sur le devant, vous regardez moins vos rétroviseurs, vous regardez moins la signalisation, vous faites moins attention à l'évolution des autres usagers. Vous détectez moins si un piéton veut traverser, par exemple. Et puis votre champ visuel, il se réduit aussi. De fait de passer de l'intérieur comme ça, tout proche à l'extérieur, ça vous réduit votre champ visuel. C'est pour ça que près d'un accident corporel de la route, sur 10, est lié au téléphone. Donc là, c'était vrai. C'est donc oui. Réponse A. À l'intersection annoncée, je tourne à droite. Je devrais m'arrêter? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Céder le passage? À droite? Réponse C. À gauche? Réponse D. Alors ici, vous voyez, vous avez le panneau céder le passage, et avec un panonceau. Celui-ci est important à avoir. On nous annonce un stop. Donc, qui dit stop dit que je devrais m'arrêter. Je vais rencontrer un panneau stop dans 150 mètres. Donc, je devrais m'arrêter? Oui, réponse A. Est-ce que je devrais céder le passage à droite?
ou à gauche, ou les deux. Là, un stop ou un cédé de passage. Donc là, en règle générale, la plupart du temps, c'est une intersection comme ça que vous avez. Ok. Ici, là, vous avez le stop. Tac, tac, tac. Le stop, je le dessine très vite parce que avec la bande de stop. Voilà. Il faudra que vous laissiez passer ceux qui sont de ce côté-là et ceux qui sont de ce côté-là. D'accord? Obligatoirement des deux côtés. Donc, c'était réponse C et D. Donc, réponse A, C, D. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on va analyser un petit peu ce qui se passe dans l'environnement. Pour l'instant, là, le marquage au sol, est-ce qu'il m'autorise à tourner à gauche? Et est-ce que j'ai pas de panneau d'interdiction? Donc là, ici, à l'arrêt, je ne vois pas panneau d'interdiction. On va revenir en arrière pour voir si on en voit un en chemin tout à l'heure. D'accord? En face, il n'y a personne. Donc là, pareil, je ne peux tourner à gauche, puisque je dois laisser passer ceux qui arrivent en face avant de tourner à gauche. Là, pour l'instant, je peux tourner à gauche. Le marquage au sol, j'ai une ligne continue, et à hauteur de l'intersection, j'ai des pointillés. Ça veut dire que je peux à la fois tourner à gauche, ou ceux qui arrivent ici, ils peuvent aussi, s'il y en a, tourner dans ce sens-là. D'accord? Ça, c'est possible. Alors, je vous en parle d'une autre possibilité. Des fois, vous pouvez rencontrer... Alors, on va oublier cette signalisation. Je vous en parle, c'est pour si vous avez d'autres photos, parce que vous pouvez avoir ce marquage-là, mais vous pouvez rencontrer d'autres types de marquages. Vous pouvez avoir une ligne continue tout du long, et puis à hauteur de l'intersection, de votre côté, vous avez des pointillés. D'accord? Et puis là, la ligne continue, elle continue là. Voilà. La ligne continue et les pointillés. Si les pointillés sont de votre côté, ça veut dire que vous avez le droit de traverser dans ce sens-là. Par contre, ceux qui viennent de ce côté-là, là, ils ont la ligne continue en premier, donc ils n'ont pas le droit de la franchir pour ensuite aller sur cette route-là. D'accord? Si vous aviez eu à l'inverse la ligne continue d'abord et après les pointillés qui sont de ce côté-là, vous arrivez ici et vous avez la ligne continue. Donc vous n'avez pas le droit de la franchir pour tourner à gauche. Par contre, ceux qui arrivent ici, eux, ils ont les pointillés de leur côté, donc ils ont le droit de franchir les pointillés pour ensuite aller sur cette route-là. C'est la petite précision, ça ne fait pas partie de la question, mais je pense que vous appréciez ce genre d'explication pour si vous rencontrez ce genre de situation. D'accord? Donc, ici, on a un franchissement qui est possible. Alors, on va voir si personne ne nous dépasse derrière, même si c'est une ligne continue. On va voir si personne ne nous dépasse derrière et s'il n'y avait aucune signalisation qui nous interdit de tourner à gauche. Donc, on va revenir en arrière. Là, j'ai pas de signalisation. Depuis tout à l'heure, la voiture derrière n'a pas l'intention de me dépasser. Et toujours pas d'interdiction de tourner à gauche. Et toujours personne qui me dépasse. Donc, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir tourner à gauche. Donc, c'était réponse A. Cette commande permet de faire fonctionner le lave-glace, réponse A. Les clignotants, réponse B. Les feux de brouillard avant, réponse C. Alors, non, le liquide lave-glace, c'est ce symbole-là. Les feux de brouillard avant, c'est ce symbole-là que vous n'avez pas non plus. Là, ce sont les clignotants. C'est ce symbole-là, là. Là, ça, c'est les clignotants, gauche et droite. Donc, c'était réponse B. Je peux circuler sans feu, réponse A. En feu de position seule, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de brouillard avant, réponse D.
Donc si vous avez du mal avec, pareil, les feux, vous avez vu, j'ai fait une vidéo aussi sur l'utilisation des feux, savoir quand les mettre, avec plein de petits exercices. Alors, ici, nous sommes hors agglomération, il y a une mauvaise météo, vous avez vu, il neige fortement. Donc quand il y a une mauvaise météo, je n'ai pas le droit de circuler sans feu, c'est impossible. En feu de position seule, c'est uniquement en agglo éclairé. Quand il y a une mauvaise météo, je dois mettre mes feux de croisement, et en plus de ça, je peux aussi mettre mes feux de brouillard à l'avant, puisque à l'avant, j'ai le droit en cas de brouillard, neige et forte pluie. Donc je peux cumuler mes feux de croisement avec mes feux de brouillard avant. Donc c'était réponse C et D. Un blessé présente une hémorragie avec présence d'un corps étranger dans la plaie. Je dois enlever le corps étranger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en cas d'hémorragie, donc une hémorragie, c'est quelqu'un qui perd son sang parce qu'il y a une plaie ouverte. Là, un corps étranger, c'est quelque chose, un petit résidu qui est dans la plaie. Ça peut être un petit bout de verre, par exemple, hein, un petit débris de verre. Surtout, donc il faut surtout pas l'enlever parce que ça va éviter, ça va limiter l'hémorragie. Et on perdra beaucoup moins de sang parce que ça fait un peu office de bouchon. Et donc là, il faut attendre l'arrivée des secours pour qu'ils s'en occupent. Donc c'était réponse B. Le dépistage de l'alcoolémie est systématique si je suis impliqué dans un accident matériel, oui, réponse A, non, réponse B. Dans un accident corporel, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le dépistage de l'alcoolémie se fait par soit la police ou la gendarmerie. Ça se fera quand il y a obligatoirement un accident corporel. Dans un accident matériel, c'est pas systématique du tout. D'ailleurs, c'est rare que la police ou la gendarmerie se déplace quand il y a un accident matériel uniquement, sauf si il y a une mise en danger d'autrui parce que vous encombrez la route et qu'il y a un risque fort de suraccident ou autre. Sinon, vous le réglez ça entre vous avec le constat amiable. Donc c'est rare qu'il soit là. Donc là, c'est réponse B et C. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on a 3 cyclistes sur la chaussée. Ici, vous avez vu, on a un rétrécissement qui est là. Hein, donc, j'aurais pas beaucoup. En plus de ça, il y a un stop, un passage à niveau. Donc, ça fait beaucoup de choses à surveiller. Plus celui qui est assez proche derrière. Si je le dépasse, je vais m'écarter, d'accord? Mais à cause de ce rétrécissement-là, je vais être obligé de me rabattre brutalement pour pouvoir ensuite continuer ma route. Et là, je n'aurai pas les distances de sécurité nécessaires entre moi qui dépasse et le lot de vélos qui arrive là. Ça sera trop juste. Donc là, est-ce que je dépasse immédiatement? Non. Réponse B. Est-ce que je klaxonne brièvement? C'est inutile de klaxonner ici. Il suffit que je patiente en ralentissant et en laissant un intervalle de sécurité entre eux et moi. Klaxonner ici n'apportera rien puisque de toute manière, il va falloir que je patiente derrière. Et c'est pas un danger immédiat parce que vous avez vu, on est en agglomération, donc je peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. C'est pas un danger immédiat, là c'est juste à moi de ralentir et de respecter mes distances de sécurité. Donc c'est réponse B et D. La vitesse est contrôlée sur toute la longueur du chantier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant toute la durée du chantier. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc on voit que cette route, elle est en travaux, hein. On le voit grâce au marquage au sol, donc la ligne continue jaune, ainsi que les pointillés jaunes. On voit aussi qu'il y a des panneaux qui sont mis temporairement. Et on nous indique que il y a une zone de radar, hein, contrôlée par un ou plusieurs radars automatiques. Il peut y en avoir plusieurs. Donc ça nous informe aussi que c'est sur toute la longueur du chantier. Donc là, c'était réponse A sur toute la longueur du chantier. Et est-ce que ça va durer toute la durée du chantier? Oui aussi, par la même occasion. Donc là, c'était réponse A et C. Je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce sont en effet des pictogrammes qu'on retrouve bien sur les boîtes de médicaments. Et vous avez vu, il y a 3 niveaux de risque. Donc lorsque j'arrête un traitement, les effets peuvent perdurer aussi plusieurs jours, parce que l'organisme s'accoutume aux médicaments. Et donc lorsque je cesse le traitement, mais il convient de rester prudent, hein, et voire même de consulter un médecin dans le cas d'un logo numéro 2 ou de niveau 3. Donc là, c'était réponse, je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments, réponse oui. Voilà. Et lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème? Eh bien, non, hein, en fonction de votre niveau de surveillance. Voilà. Donc réponse A, D. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre 2 véhicules est d'au moins 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir. Et tout ça, ça va mettre à peu près 1 seconde de temps de réaction. C'est à peu près la moyenne. Donc, par sécurité, on va rajouter une 2e seconde d'intervalle entre les 2 voitures. Donc, le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde. Et on rajoute une autre seconde pour la sécurité, ce qui fait 2 secondes d'intervalle, au moins, hein, au minimum, entre 2 véhicules. Donc là, c'était réponse A et D. Le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. De mettre mes pieds sous mon siège. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le régulateur, ça vous permet sans toucher les pédales de maintenir la vitesse que vous avez pré-réglée, pré-programmée. Donc il n'y a pas besoin de pression sur l'accélérateur. Donc le régulateur de vitesse permet de maintenir une vitesse constante sans pression sur l'accélérateur. Là c'était oui. De mettre mes pieds sous mon siège. Alors ça c'est très dangereux si vous faites ça, parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps pour intervenir sur les pédales en cas de danger. Il faut toujours que vos pieds restent à proximité immédiate de vos pédales. Donc là, c'était réponse D, non. À quantité égale d'alcool bu, la sensation d'ivresse est plus rapide. Chez un consommateur occasionnel, réponse A. Chez un consommateur régulier, réponse B.
Alors, l'alcool perturbe la conduite, et ça augmente le risque d'accident, et ça, même chez les conducteurs qui ne manifestent aucun signe, d'accord? Ça, il faut le savoir. Un conducteur occasionnel, par contre, lui, ressentira très vite des sensations d'ébriété, tandis qu'un conducteur régulier, lui, devra augmenter un peu ses doses pour ressentir les mêmes effets. Mais cela n'empêche pas que ces deux conducteurs soient quand même dans l'illégalité des 0,3 grammes par litre de sang, d'accord? Parce que le champ visuel, lui, des 0,3 grammes par litre de sang, lui, va déjà être diminué, même s'il ne le ressent pas. Mais par contre, les effets agissent quand même plus rapidement chez un consommateur occasionnel. Donc là, c'était réponse A. Je souffre de diabète grave. Je dois passer un examen médical. Pour passer le permis de conduire, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour continuer à conduire, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que certaines pathologies sont incompatibles avec la conduite d'une voiture. C'est le cas par exemple si je suis atteint de diabète grave, mais aussi de problèmes cardiaques ou de troubles de l'équilibre, certains problèmes de vue aussi. Alors dans ce cas-là, il faut faire une visite médicale chez un médecin, mais attention, pas n'importe quel médecin, ça doit être un médecin agréé par la préfecture, que ce soit pour passer l'examen de conduite ou après, au moment de la conduite, parce que je peux être atteint d'une pathologie, par exemple 10 ans après avoir passé mon examen de conduite, d'accord ? Dans ce cas-là, il faudra le déclarer et faire une visite médicale. Donc là, c'était la réponse A et C. Étant en période probatoire, je commets un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Mon permis de conduire peut être invalidé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, si je commets une infraction de 50 km/h et plus, mon permis peut être invalidé par le tribunal. Ça, c'est à savoir par cœur aussi. Donc, réponse A. La principale cause d'usure au centre de la bande de roulement de ce pneu est un défaut de parallélisme, réponse A, le surgonflage, réponse B, le sous-gonflage, réponse C. Alors vous voyez quand c'est usé là, c'est cette zone-là qui est usée ici, à cet endroit-là. Là sur les côtés, on revoit les stries pour l'évacuation de l'eau, et ici on voit plus rien. Donc quand c'est usé ici, c'est parce que le pneu il est un peu trop gonflé. Au lieu d'être plat, de se terminer plat comme ça, ok, et ben là il est trop gonflé ici dans cette zone-là, et donc ça va user beaucoup cette zone-là qui va être en contact avec le sol. Donc là, ici, la principale cause d'usure au centre de la bande, c'est le surgonflage. Donc réponse B. Je me rapproche de ce véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Se rapprocher là d'un véhicule, c'est pas la bonne solution pour qu'il aille plus vite, parce que lui, il voit peut-être des informations vers l'avant que moi je ne vois pas.
Donc s'il roule lentement, c'est peut-être parce qu'il y a un danger vers l'avant, mais c'est peut-être aussi à cause des conditions climatiques. La route là, elle semble vraiment très glissante. Donc je prendrais moi des risques inutiles à vouloir le dépasser. Surtout qu'en plus de ça, il y a un petit peu de brouillard, donc je n'ai peut-être pas une visibilité maximum vers l'avant. Donc dans ce cas-là, je ne me rapproche pas du véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Donc là, c'était réponse B. Et je reste bien sage derrière le véhicule en tenant des bonnes distances de sécurité. Surtout que là, il va falloir les augmenter, les distances de sécurité, à cause de ce qui se passe au sol. Donc je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. D. Donc c'était réponse B et D. Le voyant du ou des feux de croisement est toujours de couleur verte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, je vous confirme que les feux de croisement, c'est toujours vert, comme les feux de route, ça sera toujours bleu. Ça, c'est à savoir par cœur. Donc réponse A.